On retrouve le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonjour. Aujourd'hui débute donc cette première phase. Qui concerne-t-elle exactement? Combien de temps va-t-elle durer? Bonjour à vous. Alors écoutez, cette première phase, elle concerne les individus les plus vulnérables, les plus âgés, qui sont en EHPAD et en soins de longue durée. Ça concerne à peu près 1 million de personnes et ça devrait durer un peu plus d'un mois. Et après cette première phase, qui sera concerné par la seconde? Eh bien écoutez, c'est nous, ce sont les soignants, parce que la deuxième partie des individus qui payent le plus lourd tribut, ce sont les soignants qui ont été massivement contaminés et qui sont des forces nécessaires aussi pour lutter contre l'épidémie de la Covid. Et donc, on va avoir une stratification, y compris par l'âge et les comorbidités chez les soignants. Et on arrivera, je l'espère, au printemps sur quelque chose proche d'une population générale pour proposer des vaccins, parce qu'on en aura probablement d'ici là plusieurs. Et l'ensemble du plan de vaccination, d'après vous, va durer 6 mois d'ici l'été ou un an? Oui, c'est difficile à dire, c'est probablement entre les deux. S'il faut les donner une date, je pense que la vaccination, en tout cas, sera exhaustive jusqu'à au moins l'automne prochain. Après, on va aussi dépendre, ce calendrier, des événements liés à la Covid. Il est évident que s'il y a une reprise de la deuxième vague ou une troisième vague, peu importe, que ça va rendre aussi l'acceptabilité du vaccin plus compliquée, l'organisation elle-même. Et comme vous le savez, les vaccins qu'on fait actuellement sont des vaccins avec une conservation très délicate à moins 70 degrés, une logistique très compliquée qui fait qu'aujourd'hui, je crois sans me tromper, le stock commandé est de 19 500 doses, soit pour pouvoir vacciner 10 000 personnes, parce qu'il faut un rappel dans le mois. Donc c'est une logistique très compliquée qui va prendre du temps et on sera très heureux si on a des vaccins avec un mode de conservation plus facile et notamment qui permettra aux infirmières libérales et aux médecins généralistes de vacciner rapidement et en toute sérénité. Et pendant tout ce temps, il faudra bien sûr continuer à respecter les gestes barrières pour éviter une troisième vague. Oui, vous avez raison de le rappeler. C'est-à-dire qu'ensuite, l'éternelle question, c'est quand est-ce qu'on pourra laisser tomber le masque, je puis dire. Je pense que raisonnablement, d'abord, la première étape, c'est d'avoir l'immunité de groupe. Et on voit, les sondages montrent que moins de 50% de la population est favorable à cette vaccination. Si on a moins de 50% de la population en automne prochain vaccinée, on n'aura probablement pas cette immunité de groupe. Et puis, il y a une inconnue aujourd'hui, au-delà de la durée de l'immunité du vaccin, qui est ce qu'on appelle une immunité de muqueuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne transmet plus la maladie lorsqu'on est vacciné, un petit peu comme la grippe. Et ça, c'est l'inconnu. Dans les prochains mois, on aura cette réponse. Et en fonction de ça, tous ces paramètres vont permettre de nous dire si, à la fin de l'année prochaine, on pourra avoir l'espoir d'enlever le masque. Et ce vaccin est nouveau, il semble efficace, c'est sûr, mais pendant combien de temps on est protégé? C'est ça qu'on ne sait pas. Pour l'instant, on est tributaire de la rapidité de l'exécution et de la jeunesse de l'épidémie, c'est-à-dire qu'on a des données très consolidées d'efficacité du vaccin avec des anticorps robustes à 95% pendant au moins 3 mois. Mais au-delà, c'est l'inconnu, même si on espère qu'on aura une immunité sur une année. Après, on se profilera en fonction des données qui vont avancer au cours de l'épidémie sur peut-être un éventuel rappel annuel comme celui de la grippe. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est trop précoce pour le dire. Alors vous avez dit on ne sait pas s'il empêche ou pas la transmission. Si jamais on a un vaccin qui empêche la transmission, sera-t-on amené à changer de stratégie? Je crois d'abord qu'aussi, ça va peut-être aussi permettre d'avoir une certaine pédagogie et peut-être d'obtenir aussi l'obtention plus large des individus. Et vous avez raison dans la stratégie, c'est que si on a un vaccin qui empêche la transmission, alors il faudra faire presque l'inverse, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de privilégier en même temps les jeunes, puisqu'aujourd'hui les jeunes sont laissés pour compte dans cette vaccination à juste titre. Parce que ce sont les moins vulnérables, même si on peut être jeune et faire ce qu'on appelle un Covid long, des formes chroniques, et être jeune et avoir du diabète ou d'autres comorbidités comme un surpoids. Mais aujourd'hui, très clairement, on voit bien que la reprise de l'épidémie s'est faite par les jeunes. Et on estime à peu près 20 millions de personnes qui seraient éligibles à cette vaccination si on avait un vaccin qui bloquait la transmission. Et donc, on voit bien que finalement, sans dire qu'on navigue à vue, on est aussi dans une inconnue liée au virus, liée aux variants et liée à ce qu'on peut faire technologiquement. Et ça va se dessiner dans les mois prochains, on l'espère. Dans les sondages, vous l'avez dit, il y a beaucoup de Français qui restent et qui sont réticents à cette vaccination. Comment convaincre? Alors d'abord, moi je crois que le plus on va essayer de convaincre, le plus on va se heurter à cette espèce de théorie du complot. La deuxième chose, c'est que globalement, la meilleure façon, à mon avis, de convaincre les gens, c'est par les médecins traitants, les médecins de famille qui les connaissent. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on a cruellement besoin d'un vaccin beaucoup plus simple de conservation et peut-être sur un mode plus conventionnel, même s'il y a tout un fantasme sur ces nouveaux ARN messagers.
Et puis finalement, je pense que le temps, et c'est-à-dire ce qu'on appelle les essais de phase 4, les premiers vaccins qu'on est en train de faire en France, vont permettre aussi d'avoir des données françaises, des données rassurantes, et de montrer que finalement, on n'a pas vraiment le choix face à cette pandémie, et qu'à un moment donné, il faudra faire un choix presque philosophique de dire qu'est-ce qu'on veut pour la France. Est-ce qu'on veut une France en récession dans les 12 prochains mois, ou est-ce qu'on veut aller de l'avant, doubler le virus, et tous se faire vacciner et tendre le bras gauche ou le bras droit. Il existe enfin différents variants de ce virus. Vous êtes inquiet ? Les variants nous montrent finalement que le virus a une capacité de muter peut-être plus importante que ce qu'on pensait, parce que les coronavirus sont des virus qui mutent peu. Ça ne devrait pas entacher les vaccins actuellement disponibles, parce que les mutations sont mineures et ne peuvent pas à elles seules empêcher de synthétiser des anticorps suite à la vaccination. Mais ça nous rappelle finalement que l'horloge tourne et qu'à un moment donné, on pourra peut-être se retrouver face à un variant plus compliqué à gérer, qui mettra à mal la chaîne de production et nous obligera à repenser des vaccins. C'est une possibilité, donc il faut envisager le pire et aller au plus vite. Dernière question, y a-t-il des effets secondaires? Sont-ils bénins suite à l'injection du vaccin? Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un vaccin, c'est un médicament. Tout médicament donne des effets secondaires. Ce vaccin ne donne pas plus d'effets secondaires que les vaccins qu'on connaît, comme la fièvre jaune, qui sont des vaccins vivants. Et on a un bénéfice, c'est-à-dire cette fameuse balance bénéfice-risque, qui est largement supérieure. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a plus de 61 000 morts de la Covid liés en France, et on a un bénéfice largement supérieur à se faire vacciner. Merci beaucoup, docteur Davido, d'avoir été avec nous sur France 24, et merci pour votre décryptage. Merci à vous.